Dear all, welcome to the Financing Brazil Vous êtes Sustainable Agriculture through tous Green les Bond session. bienvenus Please à be mindful notre that this session will be session conducted de in financer Portuguese and l'agriculture Portuguese. durable If you're du in English Brésil par le biais comprehension, please choose the d'obligations English vertes. channel. To follow the Toute discussions in cette Portuguese, présentation please use sera the faite en Portuguese channel. portugais et tout sera traduit vers les langues de notre conférence, autrement Gostaríamos de dit, le começar o painel, français, né, do nosso l'espagnol, le terceiro dia aqui, portugais. agradecendo aos Nous nossos voudrions donc participantes, JP Morgan, démarrer. Nous voulons BTG, remercier JP Morgan, nos Energy Solutions, sponsors, Luxembourg toutes Exchange, les Citi sociétés et toutes Representative, les BNP organisations qui Paribas, se trouvent sur cet IHS écran Market, Allianz que vous Bernstein, pouvez ISG visionner África, o Banco sur Interamericano de cette Desenvolvimento, euh, o ICMA, diapo. Mizuno, IFC e Ashtrust. A conferência não seria possível sem o La patrocínio conférence de n'aurait vocês. pas été possible sans votre Bom, sponsor. antes de começar o nosso painel, só passando Avant aqui de algumas démarrer notre orientações. panel, Caso juste você pour tenha vous dúvidas donner sobre quelques isso, por favor, orientations, si vous utilize voulez o poser des chat no top questions part, né, aux nosso membres du Q&A. panel, Outros utilisez comentários e sugestões la podem ser boîte de feitos via messagerie. chat. A D'autres interpretação questions ao vivo peuvent être está posées disponível em par português, le chat. espanhol, mandarim e francês. L'interprétation en É só direct est procurar o disponible en ícone no portugais, centro espagnol, do mandarin et Zoom, ou français. L'icône acessando o botão représentant un cas gravar sur e votre gravando écran os vous vídeos permettra e sessões d'accéder aux maternamente. options. Os Toutes les agendamentos sessions e sont inscrições para enregistrées entrevistas et e seront qualquer disponibles sur participantes, cette confira os application nossos jusqu'en stands novembre. virtuais e também Utilisez o les nosso outils très aluno intéressants que Livre soit de CartOffer, créer un Crowdfunding réseau stand avec des milliers virtual de no Time participants et Box visiter nos para stands agendar. virtuels où vous Bom, trouverez gostaria des de informations sur nos apresentar os derniers nossos rapports et en painelistas saurez plus sur e nos agradecer a incroyables presença. Hoje a sponsors. gente tem a presença da Nous excelentíssima avons aujourd'hui ministra da Agricultura, Pecuária e la Abastecimento, senhora présence Tereza Cristina, de la o ministre de CEO da Ecoagro, l'Agriculture, o de senhor l'Élevage, de Fernando, l'Approvisionnement, e o Teresa CEO do John Deere, Cristina, o senhor Paulo le Herman. CEO Muito bem-vindos e muito obrigada de pela John presença de vocês aqui Deere, presentes. Paul Herman, Milton et Henten. le PDG de Bom, EcoAgro, então, Milton antes Hunten. de começar Avant o nosso de painel, apenas démarrer notre uma panel, introdução ao juste tema. pour introduire notre Agora, né, sujet, são 8h30, horário de Brasília, um pouquinho il est mais. Então, a gente está 8h30, começando o nosso terceiro l'horaire de painel para Brasilia. falar do C'est sistema de notre financiamento da troisième agricultura panel sustentável no pour Brasil. parler Só para dar um de pouquinho de l'agriculture contexto, durable. Renato, o Pour vous aumento mettre de en siglas contexte, tem nous sido muito observons une exorbitante augmentation importante aqui de no titres Brasil. A verts gente tout já au long chegou des aqui no 6 valor dernières années anual au de 10 Brésil. bilhões em Nous avons un 2020. montant Busca accumulé de até 10 onde a milliards en agricultura é a 2020. categoria, né, a segunda La categoria utilisation de que la recebeu terre est la recursos deuxième desses catégorie qui a 27%, reçu des e é um dos fonds, setores mais 27%, importantes et para o c'est un des país, secteurs les plus tanto importants economicamente pour também le quanto para a pays du gente point de vue atingir as économique nossas metas de et redução de pour emissões atteindre de nos carbono. Em um relatório elaborado objectifs de pelo réduction de SBA em carbone. Le outubro de rapport qui a 2020, été a gente élaboré estimou que existia um par le potencial de CBI en exportação de juin 2020 63 nous avions un bilhões de dólares potentiel até de 63 2030, e a milliards gente sabe de que esse dollars número pode à ser até l'horizon maior, 2030 et ce dependendo do chiffre que a peut gente être même precisa em supérieur termos de agricultura e par rapport à ce que financiamento. nous avons besoin A gente tem d'agriculture observado et que de grandes financement. marcos na Nous direção da agricultura observons sustentável de no Brasil, cadres como a importants nossa au exposição no Brésil setor, et e que a émissions sementística pionnières dans le pública secteur et la tem création de apoiado, né, o politiques produtor publiques rural qui na soutiennent le competitividade de integração producteur ruraux agropecuária et e les floresta. opportunités Então, de vamos l'élevage começar et aqui a des nossa forêts. rodada de Nous perguntas. voulons donc démarrer Ministra, par les a questions gente tem, né, et réponses. observado aí, Madame le em ministre, nous 2021 a gente teve o observons lançamento qu'en do Plano 2021, Safra, nous que é avons eu mais le verde, e o lancement du fortalecimento plan do plano SAFRA, qui est ABC, plus que é o vert, avec le destino, né, o renforcement du plan de ABC destinação de recursos em et la comparação ao ciclo destination anterior. de E a gente fonds. também teve o lançamento do Et nous PEAD avons e, aussi le lancement. opa, e a gente também teve, né, Nous o avons eu lançamento do également FIAGRO, le uma grande lancement de plataforma Fiagro, un estatal outil estrangeiro important no pour agronegócio. E obtenir quais des benefícios, né, para uma fonds política dessa, né, internationaux. pode trazer Quels para o sont les país, e quais as bénéfices barreiras que ainda são pour le necessárias pays et quelles para sont les destravar e barrières gerar mais demanda nécessaires para pour investimentos débloquer et agrícolas no générer agro, plus ministra? de demandes pour Bom l'agriculture dia, durable. Madame. Laser. Quero cumprimentar Bonjour todos Lisa, vocês, je desejar voudrais que vous seja um saluer toutes sucesso et tous. essa J'espère que nossa ce soit un conversa de hoje succès, notre conversation e aujourd'hui, cumprimentar o Paulo, o et Milton, saluer Paulo, a, Milton, não, Paulo, Milton e a Laser. Paulo, Bom, Milton et em Lisa primeiro également, lugar, Lisa, nós qui temos m'a que présenté. Tout d'abord, entender que o Lisa, nous caminho a devons ser avoir seguido à pelo l'esprit que agro le em chemin todo à o mundo poursuivre é o caminho da de sustentabilidade. E todos nós l'agriculture sabemos que est o dans le agricultor monde ele entier et precisa la produzir voie, e conservar. l'agriculteur doit Não é mais possível separar produire a et agricultura conserver. dessas On ne peut pas questões séparer ambientais l'agriculture des e que questions devem ser environnementales consideradas em qui doit conjunto être com aspectos considérées sociais e dans un econômicos.
avec les aspects socio-économiques. Les agriculteurs, où que nous soyons, nous avons l'obligation de produire des aliments sûrs. C'est ce que la population attend de nous pour nos consommateurs ainsi que pour notre environnement. En fin de compte, nous dépendons de l'environnement pour mener l'activité et nous avons des avantages quand nous mettons en place des politiques de financement vert. Ces politiques nous donnent l'occasion d'attirer de nouvelles sources de financement pour l'agriculture et renforcer également nos crédentiels sociales. Il est important aussi de mettre en exergue le fait que nous avons le plan ABC et Fiagro qui vient d'être lancé, comme vous l'avez cité. Il y a plusieurs autres lignes de crédit dans le cadre du plan SAFRA annuel et notamment cette année où nous assistons à où les lignes ont été plus robustes, des lignes de financement durable et qui représentent un soutien à l'agriculture de faible teneur en carbone et d'autres pratiques durables. Un prélèvement récent qui a été réalisé par notre secrétariat aux politiques agricoles montre que pour la culture de 19-20, 25 millions de reais ont été placés pour des produits pour l'agriculture environnementalement durable. Et il faut avoir à l'esprit que les politiques vertes fonctionnent car elles sont rentables. Si on améliore l'efficacité, on a plus de bénéfices et les producteurs également ont plus de bénéfices et vont adopter de plus en plus des politiques plus durables. Au Brésil, outre avoir à peu près 66% de nos biomes natifs préservés, nous avons également le privilège d'avoir une activité agricole qui permet la récupération de ces biomes dégradés. Et nous avons aujourd'hui une agriculture qui chemine vers ces biomes où il y a une forte dégradation des prairies. Nous pouvons augmenter notre capacité d'élevage et d'agriculture sans conversion de nouvelles surfaces. Il s'agit d'une crédentielle importante pour attirer des investissements verts. La raison pour laquelle l'agriculture brésilienne sera une pièce essentielle pour régler le défi d'alimenter la population brésilienne et mondiale à partir de notre production durable. Dans ce sens, je voudrais mettre en exergue le fait que le Brésil est prêt à rendre des services environnementaux à haute échelle dans la façon par le biais de nos biomes, nous avons beaucoup d'hectares qui travaillent pour structurer les marchés financiers et des capitaux de sorte à inciter la prestation de ces services qui sont essentiels. Nous avons toute l'infrastructure technologique, juridique, financière, de sorte à rendre faisable le placement des fonds des investisseurs où qu'ils soient pour ces services environnementaux sûrs. Nous sommes prêts à publier le décret qui va réglementer la CPR, notre principal outil financier de financement agricole. Depuis la loi de l'agriculture et de l'élevage qui a passé par le Congrès en 2020, ils peuvent être utilisés pour le financement et par le biais de la conservation de nos biomes natifs. Dans un futur proche, nous allons poursuivre à travailler pour offrir une gamme de plus en plus élargie de financement et attirer des fonds vers l'activité durable reliée à notre agribusiness brésilien. Nous avons beaucoup de confiance vis-à-vis de la croissance de ce secteur. Muito obrigada, ministra. E Merci beaucoup, Madame le essa ministre. questão de
Vous avez parlé de la rentabilité des opportunités, notamment en ce qui concerne les prairies dégradées. Nous savons que cette intégration forêt, élevage, agriculture est si importante pour le Brésil. Et ainsi, je voudrais passer la parole à Paulo Herman. Nous disons que nous avons des avantages agricoles. Vous avez parlé de la conservation et aussi pour l'émission de titres verts. C'est central pour ces systèmes au Brésil. Et l'année dernière, vous avez constitué Agriculture Finance Facility qui cherche à rendre plus facile la disponibilité de crédit aux, en quoi consistent ces investissements pour mettre en œuvre et comme en tant que producteur, comment peut-il avoir accès à d'autres formes de financement durables qui sont en grand nombre pour cet aspect durable. Je pense que vous êtes en sourdine, monsieur. Bonjour, Lisa. Bonjour à toutes et tous ceux qui nous assistent. Ministre Teresa Cristina, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous après un jour férié si agité. Mon cher Milton, maintenant, bonjour. Cette question que vous avez soulevée de produire, conserver et prospérer, ce trinôme, va au-delà d'une question du gouvernement. Il s'agit une question d'État. Comme nous l'a très bien dit Madame le ministre, nous avons la responsabilité pas seulement d'alimenter la population brésilienne, mais également d'être le grand pourvoyeur d'aliments du monde. La population du monde a une forte croissance et c'est de là qu'elle va être approvisionnée. Cela doit être fait suivant des critères environnementaux corrects, sociaux. Et dans ce sens, nous avons créé il y a 10 ans ce que nous appelons la, la, le réseau FPR. C'est une question d'État. Elle dépasse la question du gouvernement. Ce sont des entreprises privées qui se sont rassemblées de façon volontaire et appuie Embrapa et travaille pour diffuser cette technologie. Cette technologie n'est pas nouvelle. L'intégration de l'élevage, de la forêt et de l'agriculture existe il y a décennies et pratiquée il y a décennies au Brésil, notamment dans la petite exploitation qui doit faire une intégration pour survivre. Cependant, de façon structurée, de façon organisée, et les personnes ne savaient pas à cet égard et je suis très heureux de dire que nous avons passé de 1 à 2 millions d'hectares intégrés au chiffre que nous avons aujourd'hui d'à peu près 17 millions d'hectares intégrés d'une certaine façon avec des graines, des semences ou le cheptel dans les forêts ou d'une façon complète les graines, le cheptel et les forêts. C'est un grand progrès, c'est très particulier du Brésil. Cela n'est possible que dans les tropiques, cela n'est pas possible dans l'agriculture de brûlis et de climat euh, tempéré. C'est un grand progrès que nous montrons au monde et par le biais de notre entreprise d'agriculture. L'ESA, l'objectif maintenant est doubler ce chiffre. Nous avons à l'horizon 2030 l'objectif d'appuyer la diffusion encore plus intensive de cela pour atteindre 35 millions d'hectares intégrés au Brésil. Ce qui va vraiment nous rendre possible cela, c'est exactement la question que vous avez soulevée des financements verts, autrement dire, d'obtenir des fonds des ressources des fonds internationaux pour accélérer le processus d'investissement, aussi bien en matière de capitaux que de main-d'œuvre et notamment de trésorerie, de sorte à pouvoir mettre en place ou plutôt élargir ce système. Ce système fonctionne, il est très, très faisable sur tous les aspects, l'aspect environnemental, l'aspect économique, l'aspect social.
je n'ai pas encore trouvé jusqu'aujourd'hui un point négatif vis-à-vis de l'intégration de l'élevage, agriculture et forêt, mais il faut attirer l'attention sur le fait de la complexité du système. Il ne s'agit pas d'un système facile à gérer, comme Madame le ministre hoche de la tête, et je pense que c'est un processus d'agriculture sans arrêt. On plante, on récolte, on plante, on récolte, il y a la forêt et il faut vacciner les animaux. Ce sont des marchés différents, des périodes différentes. Il s'agit d'un flux de trésorerie intense tout au long de l'année et notamment la main-d'œuvre utilisée et qui est utilisée au sein du système et doit être multifonctionnelle, beaucoup plus qualifiée. Ainsi, SAF, et maintenant nous travaillons avec une agence britannique également pour commercialiser les crédits de carbone. C'est la grande opportunité à saisir pour élargir et accélérer ce système au Brésil pour atteindre en 2030 35 millions d'hectares intégrés. Excellent, Paulo. Ce chiffre de 35 millions d'hectares, c'est impressionnant. 17, c'est déjà un chiffre énorme. Comme vous avez dit, cette partie d'investissement est très importante. Donc, je voudrais maintenant présenter Milton, qui est un grand pionnier vis-à-vis de l'émission des titres verts et qui est fait par les entreprises de cellulose et de papier. Mais nous avons cette diversification avec l'entrée de nouveaux acteurs sans tenir compte de ce potentiel dont Paulo nous a parlé, de l'IBF. Donc, dans cette catégorie d'utilisation de la terre, avec toute la partie d'agriculture, d'élevage, de bioénergie, de forêt, d'où vient cette demande de titres verts? Quels sont les secteurs que vous observez en matière de demande et cette partie de financement qui est si importante pour l'agriculture brésilienne. Bonjour, Lésa, bonjour, Madame le ministre. C'est un plaisir de faire partie de ce panel avec vous. Bonjour, Paulo et tous et toutes qui font partie de cet événement. Je pense que l'on pourrait commencer cette conversation et raconter un petit peu cette historique dont vous parliez. Si on analyse les premiers titres verts qui ont été émis il y a 5 ans à peu près, et ont été exclusivement du secteur forestier, du papier, de la cellulose. Les premières émissions ont été faites par ce secteur. Nous devons avoir à l'esprit que la méconnaissance est un des problèmes principaux qui endiguent le fait que les titres verts soient de plus en plus présents sur le marché brésilien. Cette méconnaissance est débloquée à partir du moment où les taxonomies et les normes et les opérations pionnières commencent à sortir vers le marché et qui nous apportent un peu de lumière sur ce sujet. Si on regarde cette histoire récente, en 2019, nous avons fait la première certification d'une usine d'éthanol, la certification en bioénergie, justement l'année où la taxonomie de bioénergie a été libérée. Et en 2020, et à l'heure actuelle, juste pour qu'on ait une idée, nous avons déjà 8 opérations, 1,5 milliard de reais en opérations labellisées vertes dans le secteur de bioénergie. Juste pour avoir à l'esprit, il s'agit d'un secteur qui a une gouvernance, une structure qui a été créée il y a des décennies et qui permet d'imaginer que la plupart du secteur peut s'en bénéficier du label Renova 1000, Bonsuco. Il y a toute une structure et installée dans ce secteur qui permet de façon naturelle et à être un candidat à des certifications vertes de leur titre. Plus récemment, en 2020, la taxonomie de l'agriculture a été libérée. La première opération qui a été faite est même une emblématique de Rhizome, le plus grand producteur de graines bio des Amériques. Et il s'agit et qui a jeté beaucoup de lumière pour ce qui peut être certifié
dans ce secteur de l'agriculture. L'agriculture et plus récemment l'élevage de bétail, des protéines animales. En moins d'un an, nous avons déjà 7 opérations émises en titre vert dans cette filière, avec plus d'1 million de reais en opérations labellisées ou certifiées. Et quand on analyse, par rapport à votre question de sous-segment, l'agribusiness est préparé, le brésilien naturellement, est préparé dans plusieurs filières pour atteindre une émission de titre vert. Euh, il est vraiment prêt. Dans le secteur de graines, une bonne partie des producteurs sont certifiés RDRS, BCI, avec des certifications SG qui répondent au code forestier brésilien qui est extrêmement contraignant et nous n'estimons pas qu'il existe une barrière technique pour que ce volume croisse et croisse de façon exponentielle. D'autres secteurs sont également préparés. L'élevage est préparé pour le déboisement zéro, la traçabilité des animaux. Nous avons plusieurs autres filières. L'agribusiness investit de façon robuste sur l'énergie photovoltaïque, qui est également un besoin d'investissement énorme et une possibilité de certification verte des titres. Donc, nous avons plusieurs sous-secteurs. Nous avons cette possibilité et seulement avec une action intégrée de tous les agents, ceux qui investissent, ceux qui empruntent, les gouvernements, les régulateurs, on pourra atteindre ce chiffre idéal. Et nous avons ici Madame le ministre, Teresa Cristina, une personne qui fait un travail infatigable et qui fait tout le plaidoyer vis-à-vis de ce mécanisme vert. Juste pour terminer ma première allocution, en 2021, 20% de tous les titres émis à Coagro ont eu la certification verte, ce qui est vraiment une prouesse et qui nous rend très fiers. Si on regarde maintenant le pipeline des opérations, des structurations, ce pourcentage est même supérieur. Donc, nous sommes sur la bonne voie. L'agrobusiness brésilien est préparé pour se bénéficier de ce boom et cela se produit déjà Muito obrigada. en ce Eu moment. sei que a Merci ministra, beaucoup, ela tomou Milton. Je sais que Madame le ministre a un engagement dans quelques sair minutes, para esse donc próximo compromisso. elle Acho que, devra né, como você s'absenter. mencionou aqui, todos os esforços Milton, que vous estão avez sendo dit que feitos tous les efforts e no faits par cenário le durante a pandemia, o gouvernement Brasil et conseguiu Madame le ministre, pendant la avançar, né, pandémie, le nos Brésil a alimentos, pu aller de l'avant vis-à-vis na questão de do ses financiamento piliers de l'aliment e a et gente des sabe, né, também financements pour da le secteur. Et nous desfomentação savons aussi externa, né, a lei, né, que 13.986 la de loi 2020, como é 3183 a lei de do agro, que 2020, viabiliza, né, connue o comme financiamento la loi no de caso locais. l'agribusiness, E olhando, né, um pouco qui para rend cela frente, né, quais possible. são os Et quand on próximos regarde passos, vers né, qual é a l'horizon, vers le agenda, né, futur, que quels vocês sont les gostaram de prochains destacar pas et nessa actions agenda de à financiamento, être né, pris pour sustentável e répondre au também para o programme desenvolvimento durable et brasileiro, aussi pour tanto, le né, développement et internacional attirer para les investir, né, investisseurs brésiliens et agronegócio sustentável no internationaux Brasil. pour les titres verts durables du Brésil. Merci, Lisa. Juste pour vous parler un petit peu des points que Paulo a abordés, et Milton nous a parlé de ce qui a été fait et ce qui est à faire vis-à-vis d'autres business qui ont comme base les titres verts. Notre but équivaut à une Allemagne. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de cela dans le monde. Il s'agit de quelque chose de spectaculaire. C'est un objectif très, très audacieux, très osé à atteindre. Pour répondre à la deuxième question, tout d'abord, nous devons être très pragmatiques et rationnels. Cela veut dire que nous devons travailler sur des bases scientifiques. Je répète cela maintes fois et je suis très heureux, j'ai été très heureuse cette année au mois de mai
L'agriculture se fonde sur la science et c'est la science qui est le moteur de l'agriculture. J'ai même plaisanté, c'est l'agriculture et l'élevage. Et nous avons eu l'avantage de compter sur l'appui de ONG qui nous donne une forte assistance qui est de plus en plus importante, les fameux titres verts. En outre, nous comptons sur Embrapa qui est reconnu dans le monde entier par son excellence scientifique et technologique et qui nous procure une contribution importante des protocoles qui sont nécessaires pour l'émission des titres verts. Je voudrais souligner que c'est le premier pas pour lutter contre un problème qui nous afflige, le greenwashing, l'éco-blanchiment. Nous luttons contre cela et sans sécurité pour les investisseurs et pour les émetteurs, on ne pourra pas construire un marché que nous voulons vraiment pour notre agriculture, qui utilise tout le potentiel de durabilité que nous pouvons procurer et de donner au monde la sécurité alimentaire et tout l'aspect durable. Nous avons aussi le défi de donner aux agriculteurs des façons efficaces de la conformité aux lois du pays, comme nous l'avons dit. L'a dit auparavant Milton, nous avons un code forestier très strict et nous devons démontrer aux investisseurs et au marché, et nous devons démontrer cela aussi au marché consommateur. La reddition de comptes, la conformité sont des éléments fondamentaux pour la bonne gouvernance que nous devons assurer. Nous avons eu quelques réussites. Je mentionne par exemple les efforts d'accélération de la mise en œuvre de CAR, notre registre rural, par le biais des enregistrements faits par les producteurs. Par le biais de ce processus-là, nous avons mis les bases pour la régularisation environnementale et donné cela dans les propriétés privées. Je suis tout à fait sûr que nous allons faire face à d'autres défis sur notre voie, sur notre chemin. Et cependant, ma façon de voir, c'est de maintenir la trajectoire qui est privilégiée depuis le début du gouvernement Bolsonaro, de mettre cela sur la voie de la durabilité avec de la transparence, de la sécurité juridique pour structurer ce marché et attirer des volumes de plus en plus croissants d'investissements verts. Pour la construction de cet environnement de durabilité mondiale, toutes et tous, nous devons agir avec beaucoup d'efforts et de rationalité pour atteindre les effets que nous souhaitons. La sécurité alimentaire, la croissance économique, la protection environnementale et l'inclusion sociale. Dans ce sens, nous comptons sur l'appui d'institutions de pointe comme CBI pour le travail d'avant-garde et d'excellence par rapport auquel nous travaillons. Il faut investir dans l'agribusiness brésilien. C'est bon pour l'environnement, pour votre santé et pour votre portefeuille. Merci et une bonne continuation. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour vos paroles et pour être avec nous, pour parler sur le gouvernement, les changements et la finance durable dans un agrobusiness durable que pour montrer les projets. Merci beaucoup. Nous voulons respecter vos engagements. Nous continuerons ici avec Paul et nous allons parler sur ce marché croissant de l'agro. Je vais vous quitter et je laisse ici mes compagnons pour vous accompagner et répondre aux questions. Malheureusement, j'ai déjà un engagement. C'est un énorme plaisir d'être avec vous et de participer. Je vous embrasse Leisa, Paul et Milton. Continuez ici parce que le débat va être excellent. Merci beaucoup. Au revoir. Madame la ministre a parlé de beaucoup de points importants par rapport à l'investissement et je vais en profiter pour
saisir ce qu'elle a dit. Dans le secteur de l'agro, nous avons donc pris cela en considération par rapport à l'industrie et les points dans les opérations plus récentes. Nous voyons, Milton, que dans ce cas-ci, surtout dans le marché national, on utilise cela beaucoup. Comment est-ce qu'on peut traduire cela pour l'investisseur international, l'investisseur étranger, surtout dans les émissions offshore, et quels autres instruments peuvent donc recevoir cette label vert pour attirer les investisseurs étrangers? Merci. Merci, Lise. Rien que pour saisir un peu l'expérience brésilienne, CRA, en moins d'une décennie, a atteint la marque de 80 milliards de reais, qui montre son ajustement pour apporter à l'investisseur la robustesse nécessaire pour donner l'assurance à cet investisseur que c'est une offerte intéressante. C'est une offerte publique contrôlée par le CVM. Il y a tout un cadre juridique et de réglementation qui permet qu'aujourd'hui, ce soit l'une des obligations les plus recherchées dans le marché du capital. Ce que nous pouvons ajouter par rapport aux attentes pour le futur proche est basé également sur l'agro-business et sur cette obligation émise l'année dernière qui a permis que l'on émette des titres émis en référence avec basés sur les monnaies étrangères émis et enregistrés à l'étranger, émis par des émetteurs étrangers internationaux. Cette loi permet une chose qui était une demande qui existait depuis longtemps dans le secteur. L'agro-business brésilien a plusieurs de ces chaînes listées. Voilà, le soja, le coton, le café. On a une bonne partie de ces chaînes de produits qui ont leurs produits et leurs coûts qui sont référencés en dollars. Et effectivement, ne pas respecter cette réalité serait apporter une insécurité aux producteurs. Donc, les opérations en dollars sont normales. Les trading companies aux États-Unis le font. Elles sont basées sur cette hedge naturelle qui existe dans ces chaînes d'approvisionnement. Et cette loi de l'agrobusiness permet que cette robustesse juridique et cette expérience que nous avons dans l'histoire de cette titrisation justement de ces titres au Brésil puisse être offerte aux émetteurs internationaux avec ces émissions dont je vous ai parlé. Nous avons une première opération que nous sommes en train de préparer pour les prochains 2 mois et nous sommes en train de lancer un projet pilote en dollars qui sera équivalent à une bourse européenne où nous allons débloquer tout pour que ça puisse être mis en pratique. Il y a encore des points à être peaufinés de point de vue réglementation à l'étranger, non seulement celle qu'il y a au Brésil. Nous sommes donc dans ce processus d'apprentissage et de déblocage de ces titres qui doivent être conclus bientôt. Et cela va nous donner la possibilité d'avoir des investisseurs étrangers qui pourront participer de l'agrobusiness brésilien sans risque du point de vue monnaie et sans risque plus poussé du point de vue juridique parce qu'il s'agit d'une obligation extrêmement robuste déjà essayée ici au Brésil. Si l'on imagine cette possibilité d'émission à l'étranger de titres, de titrisation, vous vous imaginez plusieurs producteurs qui ont, par exemple, toute une base derrière eux comme garantie et on met cela et nous avons le SG, le programme de vert où le Brésil a beaucoup à présenter. Nous aurons accès à ce marché des obligations vertes
à l'étranger, qui est bien plus développé que le marché investisseur au Brésil pour ce segment des obligations, des titres verts, et qui donc donnera un bénéfice aux producteurs brésiliens qui effectivement peut changer la façon de faire face au financement. Donc, nous sommes très optimistes par rapport à cela parce qu'on ouvre un nouveau parcours, un nouveau chemin qui effectivement doit être célébré. Merci beaucoup, Milton. Et pour saisir une autre question qui a été présentée, Angelo, puisque vous êtes ici, je vais Angelo Basile, qui est le président de l'Agence de politique agricole du ministère de l'Agriculture. On a parlé de la loi de l'agro et du ministère de l'Intérieur. Alors, comment est-ce que les investisseurs étrangers vont avoir accès donc à ces obligations vertes et comment est-ce que le gouvernement va s'engager par rapport à ces investisseurs? Angelo, tu es débranché. Le gouvernement a cherché à impliquer et intéresser ces investisseurs dans ce travail dont le résultat est cette réunion. Nous sommes en train de célébrer un mémorandum d'entente, un protocole d'entente avec CBI et avec d'autres entités qui promeuvent ce genre de financement et d'investissement en base scientifique et nous participons des divers événements. Nous avons commencé à faire des ateliers. Notre programme a été un petit peu perturbé par la pandémie parce que nous prévoyons de faire des voyages présentiels qui ont été impossibles, mais nous voulons montrer aux investisseurs étrangers les options possibles dans le pays et internement, nous voulons créer les conditions dont les investisseurs ont besoin pour être sûr que c'est un marché robuste. Nous avons un marché financier qu'il nous faut perfectionner. Nous avons réalisé un pas important avec la loi de l'agrobusiness. Nous avons une vision tournée vers le marché pour montrer que nous voulons faciliter l'environnement des affaires. Nous voulons faciliter les transactions en monnaie étrangère dans le pays. Nous ne sommes pas parvenus à donner le pas complet que nous voulions donner dans la première étape avec la loi de l'agro, mais nous voulons amener ces transactions lestées de monnaie étrangère, disons, et référencées par la monnaie étrangère ici au Brésil, et continuer de travailler auprès des producteurs ruraux pour développer des certifications basées sur les sciences et sur la durabilité fournie par Embrapa. Et dans ce sens, nous travaillons. Nous avons déjà une opposition de 360 degrés de producteurs, d'investisseurs, ceux qui ont la bonne gouvernance pour ces finances, les agents certificateurs, les structures opérationnelles. Nous abonnons tous ces entités pour accélérer ce processus des finances vertes, du développement du marché et l'adoption de ces pratiques durables au Brésil. Merci beaucoup. Cela me mène à une autre question. Je vois que l'on attend ici la réponse. On attend que Paulo revienne. Nous avons mentionné, la ministre en a parlé également, la base, et nous savons les critères d'ouverture et de durabilité sont basés sur les sciences et nous savons que les émissions de bas carbone aident à réduire ces gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on calcule cette réduction par rapport à LPF et comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux propriétés? Alors, je voudrais en savoir un peu plus, agrotechnique. Comment est-ce que c'est fait dans la pratique? Nous sommes encore dans ce processus de définition des protocoles. Pardon. Le thème est extrêmement varié. Le pays est très grand. Nous avons plusieurs différentes situations d'intégration. Comme l'a dit Madame la ministre, l'agriculture brésilienne est basée sur la science. Nous avons donc tout disons, un terrain dans le Cerrado avec 4 ou 5 ans de LPF
et nous avons les données de recherche montrant qu'il y a une possibilité de faire une retention de 5 à 5,5 de retention de gaz à effet de serre. Quand nous nous dirigeons vers des terrains plus récents, cette quantité se réduit. Nous avons des données qui nous montrent qu'une tonne et demie de CO2 équivalent. Alors, selon la pratique agricole adoptée, on va avoir une quantification de la séquestration de carbone et la retention des gaz à effet de serre et, disons, un stockage de carbone dans le sol. Embrapa possède cette technologie et dans le réseau LPF, nous avons développé une certification qui mène justement à un processus qui fait une évaluation de plus de 200 points dans la propriété, des divers aspects du point de vue terrain et sociaux, et cela amène justement à cette transition. Nous avons là un indicateur environnemental des propriétés, un indicateur ESG. Et c'est sur base de cet indicateur que les fonds internationaux vont fournir des ressources pour calculer les taux d'intérêt proportionnels aux indicateurs environnementaux. C'est un processus qui est en train d'être élaboré. Nous avons identifié les fonds, nous avons développé la méthodologie de certification, nous sommes parvenus à un seuil déjà de base. Nous avons déjà une propriété dans le centre-ouest du pays qui a été certifiée, mais c'est un processus qui a besoin de plus de temps pour mûrir et, disons, être appliqué dans la pratique pour tous. Nous avons été recherchés, le réseau LPF a été recherché par 2 entreprises du Royaume-Uni avec une autre proposition, une proposition de commercialisation de l'industrie des crédits de carbone. Vous savez que l'Union européenne a accéléré les objectifs pour atteindre l'objectif zéro, le net zéro, pour être neutre en carbone. Et c'est très difficile pour certaines entreprises ou certains centres industriels ou financiers en Europe de parvenir à ces objectifs ambitieux. Il y a donc un marché, il y a un besoin, il y a un marché international énorme qui recherche ces crédits compensateurs et LPF est prêt à entrer dans cette commercialisation. Nous développons déjà le premier projet pilote dans ce sens et ce sera une commercialisation bien plus simple. Chaque tonne de carbone aujourd'hui est évaluée à environ 80-90 réals brésiliens et c'est une transaction facile de voir combien on est en train de produire. On peut étendre cela à 4 ou 5 ans et par les données scientifiques de Embrapa, un indicateur d'une rétention de carbone, un stock de carbone dans le sol de X tonnes équivalentes et par la quantité et par la valeur monétaire, on fait la transaction. Comme l'a dit Milton, il y a quelques segments qui travaillent déjà dans ce sens de la commercialisation depuis un certain temps. Les gens du domaine forestier, par exemple, comme ceux de Renova Bio également, qui ont très bien marché l'année dernière et qui doublent leurs perspectives de commercialisation de leurs crédits cette année. Mais dans l'agro, pour l'élevage des bœufs, nous avons également beaucoup d'initiatives de mise en pratique des processus et définition des protocoles. La commercialisation, cependant, doit encore faire ses premiers pas. Et je dirais que ce sera vraiment le principal levier pour les prochaines années au Brésil. Merci beaucoup, Paulo. On revient au sujet et on a vu cette question surgir, le marché de carbone. Et je dis toujours que c'est un investissement vert parce qu'elle peut financer justement et le fait, il génère ce crédit et le marché est lié
justement à cette question du marché des émissions et des obligations vertes. En pensant un peu à l'élevage également, on a parlé également de cette opportunité, mais on n'a pas vu beaucoup d'institutions ou entités dans ce secteur. Comment est-ce qu'on amène cela dans ce secteur? Et je pose cette question. On a déjà parlé de cette question d'éco-blanchiment. Alors, vous en avez parlé, vous avez parlé de la responsabilité également. Alors, comment est-ce que l'investisseur peut être assuré de ce qu'il est en train d'investir dans une obligation vraiment verte, disons? Le secteur de l'élevage a un challenge devant lui qui est l'un des principaux par rapport à ses finances vertes. De fait, c'est un secteur qui est accusé et qui a une forte influence dans le déboisement et le déboisement zéro ou le non-déboisement est l'un des plus grands défis, l'une des principales politiques à être mises en pratique par les participants de la chaîne de production dans l'agrobusiness et l'élevage. Et la traçabilité, donc, devient un thème très important pour parvenir à prouver ce déboisement zéro ou une production dans des zones non déboisées. Tout l'investissement qui est fait sur cette chaîne, la plupart de cet investissement est centré sur ce thème et nous avons là les opérations qui sont développées en ce moment. Le plus grand défi, donc, est de financer et d'aider à financer ces initiatives pour que nous puissions effectivement, à un moment donné, assurer que la viande produite n'a pas participé, n'a pas été la cause de déboisement. Et c'est un premier pas gigantesque pour cette chaîne de production. La plupart des grands acteurs ont des initiatives déjà bien lancées dans ce sens. Nous commençons à avoir des opérations d'obligations vertes qui sont produites dans cette stratégie et justement d'investissement vert. Et nous sommes, disons, sur le seuil de nouvelles opérations avec ce côté de financement vert pour l'élevage. Il y a une autre question ici pour Paulo. On a mentionné le rôle du Brésil comme fournisseur d'aliments pour le monde. Comment est-ce que l'IPF peut impacter cette production des aliments? C'est une question très intéressante. Le ILPF est une preuve du potentiel de l'agrobusiness tropical brésilien. Alors que dans les climats tempérés ou froids de l'hémisphère nord, on peut avoir une culture ou une autre parce qu'on a 3 ou 4 mois de neige dans les tropiques. On n'a pas cette restriction. Et comme l'agriculture, c'est la photosynthèse et la photosynthèse agit sur le métabolisme en fait, des plantes, c'est le soleil qui agit dessus. Nous avons des conditions techniques et scientifiques d'avoir de l'agriculture 12 mois par an. Et c'est là vraiment le centre de cette technologie. On réduit la pression pour l'expansion sur de nouveaux terrains. Prenons un exemple. Nous avons un terrain où par les méthodes conventionnelles, traditionnellement, on faisait une cueillette de 2 ou 3 tonnes par hectare. On parvient avec l'ILPF doubler la production et encore avoir des gains avec l'élevage à raison de 1 kg, 1,5 kg par jour en utilisant le sous-produit de l'agriculture. Cela réduit la pression sur l'occupation de nouveaux terrains, réduit la pression pour l'expansion horizontale de l'agro pour les biomes et augmente la productivité
sur ces terrains qui sont déjà déboisés et ouverts pour l'agriculture. On a au Brésil l'agriculture de grains pour 70 millions d'hectares et nous avons une attente de ce que dans les prochains 10 ans, cette production de grains de céréales augmentera à 100 millions d'hectares. Nous allons donc ajouter 30 millions d'hectares. Ce sont les espoirs ou les attentes avec lesquelles nous travaillons. Et ces estimatifs que nous avons, ces 30 millions, peuvent venir également de l'élevage, parce que l'élevage au Brésil est fait sur 210 millions d'hectares. Et si on fait avec 215, 230 millions, nous avons 1,4, 1,3 par hectare. Il y a donc une possibilité d'améliorer cette occupation d'animaux par hectare en améliorant la capacité de durabilité des pâturages en convertissant une partie de ces terrains qui sont utilisés pour le pâturage extensif en remplaçant cela par des grains, des céréales. Nous avons donc là un équilibre de l'élevage avec l'agriculture et nous pouvons donc augmenter, avoir 2,4 unités par hectare avec cette soustraction, ce qui est une basse capacité d'animaux par hectare, ce qui nous montre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'expansion de l'agro-brésilien du moment que ce soit fait sur des bases techniques, rationnelles, avec beaucoup de responsabilités. Et c'est la plupart des agriculteurs qui savent très bien, comme l'a dit la ministre, connaissent très bien l'activité agricole. L'activité agricole extrait de la nature son soutien. Il n'y a aucun agriculteur qui va détruire la nature parce qu'il sait qu'en détruisant la nature, il va détruire le futur de ses enfants. C'est le grand avantage. En plus, rien que pour compléter, ce système augmente la résilience des agriculteurs parce que, voyez bien, nous avons eu une cueillette raisonnablement bonne de soja, mais nous avons perdu 20 et quelques millions de tonnes de maïs à cause de la sécheresse. Et cela a été absorbé par les agriculteurs parce qu'ils avaient déjà eu leur première récolte et donc la résilience des agriculteurs s'améliore avec le système d'intégration. On a des agriculteurs qui ont moins de chances d'avoir des faillites, ont plus de chances de se qualifier, d'avoir de main-d'œuvre. Un système beaucoup plus compétitif dans un contexte international qui va exiger de plus en plus des bas coûts pour les agriculteurs. Merci beaucoup. En nous tournant un peu vers cette question de la résilience et cet impact qu'on voit dans les changements climatiques, est-ce que vous pouvez nous parler sur cette question du second degré, des 2 degrés de réchauffement climatique et comment aider dans cette question de ces impacts? Très bien rappelé, Lazy. C'est impossible de dissocier le marché de crédit efficace dans l'agriculture des bons atténuateurs de risques dans l'agriculture, ce qui signifie les assurances rurales contre les pestes et d'autres problèmes ruraux. Et c'est un grand manque dans le marché brésilien. Nous avons besoin donc d'une action plus incisive de l'État, comme dans n'importe quel autre pays du monde, quand il s'agit d'assurance agricole, qui est extrêmement cher à développer. Et sans l'appui du gouvernement, c'est impossible de rendre cela viable au niveau national. Et je vais le dire très clairement. On a vraiment, sur le point de l'assurance agricole, il nous faut améliorer cela. Nous avons le risque de ProAg et le PSR, ces 2 assurances ne sont pas suffisantes pour le marché. Nous savons cela, c'est dans notre radar et nous faisons toutes les actions possibles pour améliorer cela, avoir un budget et une politique adéquate pour subventionner les assurances rurales. Nous avons donc lié cela aux assurances de risque pour améliorer le marché du crédit et attirer des investissements et des financements dans le volume que nous le désirons. Cela est lié, interconnecté. Nous sommes en train de préparer un paquet, pour ainsi dire. Et notre objectif est de mettre cela sur pied dans le gouvernement auprès de tous les ministères
plus tôt possible. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, nous pouvons faire une question plus ouverte pour tous ceux qui sont dans le palais. Nous avons parlé beaucoup d'obligations de transition. Comment est-ce qu'on fait cette transition dans l'agriculture brésilienne? Quelles sont les opportunités par rapport à cela? Nous avons parlé de l'élevage, de la récupération des réserves légales. Alors, que serait, puisque ce thème est si nouveau, quelle serait cette transition par rapport à l'agrobusiness brésilien? Nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs et pour les émetteurs qui sont ici avec nous. Je peux commencer? Je suis très optimiste par rapport à l'agro brésilien. Et fondamentalement, parce que tout ce progrès que nous avons vu ces derniers 40 ans ne sont pas tombés dans nos bras, n'aiment pas tomber dans nos bras, pardon, comme si ça a été de la science pure et dure, lidérée. Il n'y avait pas de technologie et cela a été développé ici par des Brésiliens basé sur notre réalité au Brésil. Nous avons beaucoup grandi sur ce point et nous avons de grandes possibilités dans les prochaines décennies de doubler la production brésilienne. Nous avons des estimations de 500 millions de tonnes de grains et céréales et nous avons des possibilités concrètes d'ajouter de 80 à 100 millions de bœufs à cet élevage brésilien. Et tout cela dans un système équilibré. Et je parle là des 3 P, autrement dit la production, la préservation et la prospérité. Sans la prospérité, tout est un rêve et ce ne sont que des châteaux en l'air ou en Espagne. Nous sommes vraiment très engagés dans la question environnementale, ces choses qu'on lit dans la presse, ces déboisements, ces incendies forestiers, ces destructions de forêts ne sont pas les actions d'agriculteurs, comme je l'ai dit. Les agriculteurs se soucient énormément de préserver la nature. Ils sont assez exagérés en fait. Je suis fils d'agriculteur. Pour chaque arbre qui tombait pour une raison quelconque, quand on avait besoin de bois, par exemple, il nous fallait planter 5 nouveaux arbres. C'est une règle chez nous. Et il n'y avait pas de coupe forestière. C'était vraiment la sensibilisation des agriculteurs. Et 97% des agriculteurs brésiliens sont très sensibilisés à cette question. Et si on regarde dans le monde, et disons, on passe sur l'Allemagne ou les États-Unis, on verra qu'ils ont beaucoup moins de forêts et de réserves légales et d'air protégé environnementalement, qu'ici, on n'a pas besoin d'avoir honte de quoi que ce soit au Brésil. Nous sommes des personnes qui sont profondément engagées avec cette question environnementale. Comme l'a dit Milton, nous sommes extrêmement exigeants du point de vue forestier. Les finances vertes sont venues maintenant pour financer l'expansion et nous voulons également une agriculture qui soit de moins en moins dépendante du gouvernement. Nous voulons une agriculture de marché dont les meilleures pratiques doivent être reconnues et lidérées par le marché, un marché surtout européen qui a des objectifs aussi agressifs qu'il a du point de vue carbone et qui aura besoin du ILPF brésilien pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Paulo Milton. J'ai vu que vous avez ouvert votre microphone. Oui, merci. Milton veut parler. Je ne sais pas s'il veut repenser ça. Vous avez touché 2 points extrêmement importants. Le premier, nous avons besoin de la transition. L'intention de l'investisseur est d'avoir dans l'agriculture durable. Alors, ça ne fait aucun sens de choisir ceux qui, au début, ne sont pas dans les protocoles. Ça, c'est porter préjudice
à l'environnement. La transition aide beaucoup parce que, d'après ce que Paulo a dit, je suis d'accord, la durabilité est internalisée dans notre agriculture. La population est extrêmement sensibilisée et cela inclut l'élevage. Je parle d'agrobusiness, disons, dans ce sens. Il n'y a plus besoin de cela, mais les finances durables ont ce petit G, donc elles exigent un changement de part des producteurs ruraux dans la gestion des risques de leur propriété et de leur contrôle. Et cela requiert un soutien. C'est un manque, une lacune dans le marché. C'est très compliqué pour l'agriculteur dans le pays avoir accès à des crédits quand il a besoin d'appui. Quand je dis pas nécessairement d'appui de part du gouvernement, mais un appui de part du marché financier dont nous parlons ici, pour que ce soit des marchés durables pour l'agro. Et ces marchés doivent appuyer les agriculteurs qui ont besoin de ces investissements pour pouvoir faire une transition d'une agriculture plus conventionnelle. Et je vous rappelle que la plupart des agriculteurs brésiliens ont des pratiques qui sont très durables. Presque tous les agriculteurs brésiliens le font. Cependant, il leur faudra potentialiser leur propriété pour être dans les nouveaux standards, produire dans les paramètres de la demande mondiale qui est croissante. Les pays du sud-est asiatique mangent de plus en plus de mieux et mieux, avec plus grande qualité. La sécurité alimentaire de ces pays, du Brésil et du monde entier, suppose donc une non-régression du point de vue alimentaire et pour cela, il faut continuer à augmenter cette qualité alimentaire. Nous avons donc une demande croissante qui va devoir être satisfaite. Paul a parlé de l'intégration. La meilleure façon de le faire est la durabilité. Mais comme nous avons cette transition, ce shift qui doit être fait dans la propriété pour une plus grande durabilité, il nous faut avoir des investissements. Alors, je voudrais vous laisser ce message. Je ne dis pas ne pas rémunérer ceux qui sont déjà durables. Bien sûr que c'est très important de compenser ces gens, mais la transition est aussi importante que cela maintenant. Et c'est le message final que je voudrais vous laisser, principalement pour les investisseurs. Merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup parlé. Je ne peux que corroborer. Les obligations de transition seront extrêmement importantes pour aider ceux qui doivent faire de nouveaux investissements pour parvenir à cette durabilité. Et sur ce point, c'est le point désiré par tous les agriculteurs et les producteurs, comme je l'ai dit ici. Nous sommes peut-être dans un moment justement de preuve des obligations vertes. Nous avons une portion significative qui est déjà verte et éligible pour l'émission de titres verts. Nous ne sommes pas parvenus à débloquer cela d'une façon cohérente, parvenir aux bénéfices nécessaires pour que tous aient ce même désir de parvenir à cela. Les titres de transition viendront juste après qu'on parvienne à débloquer le ILFPI. Nous sommes en train de débloquer ces titres dans l'agrobusiness brésilien. Nous avons une vision optimiste que je veux partager avec vous. Cette jonction de deux mondes, l'agrobusiness est préparée et a besoin d'investissements en technologie et en ESG. L'investisseur qui a besoin d'investissements responsables doit s'ajuster se coordonner avec cet autre monde. Et c'est cela qui va donner un bénéfice mutuel, une meilleure planète, l'assurance, la sécurité alimentaire, qui est ce que nous désirons pour ce marché. Merci. Merci, Milton, Angelo. Merci beaucoup de participer à cette discussion. Je sais qu'il y a d'autres questions qui viennent et merci de nous communiquer ce qui est en train d'être fait, les opportunités où il faut se diriger. Nous savons que nous avons déjà beaucoup de choses qui sont durables, d'autres qui ont encore un chemin à parcourir. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer au Brésil et qui
se passe déjà du point de vue financier. Nous avons ces finances vertes qui sont parvenues au pays et nous allons donc clore ici avec 4 minutes de retard. Je veux vous remercier pour cette excellente discussion. L'objectif de l'événement était de parler des outils, des possibilités et de comment débloquer ce potentiel brésilien. Et notre conférence va se jusqu'au 10 septembre avec plus de discussions sur les finances durables. Je veux encore une fois vous remercier nos intervenants et les personnes qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup. Au revoir.